le plaisir d'accueillir Houria Boutelja pour son livre « Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire ». Alors Houria a choisi le mode question-réponse plutôt que la conférence, comme on fait traditionnellement. On l'avait fait pour Aude Lancelin, je ne sais pas si vous étiez présent, donc c'est moi qui vais jouer le rôle d'intervieweur. J'espère que vous serez indulgents parce que ce n'est évidemment pas mon métier. Bonsoir, Houria Boutelja, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais essayer de vous présenter rapidement, vous me corrigerez si je fais des erreurs. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes initiatrice et porte-parole du Parti des indigènes de la République. Vous avez publié de nombreux articles et participé à des conférences internationales, en particulier sur les questions d'islamophobie, de décolonisation et les questions féministes. Et vous avez coécrit « Nous sommes les indigènes de la République » en 2012. C'est bon ? Parfait. Alors, ce dernier livre dont on va parler a fait débat. Il a été publié en 2016, mais on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Des attaques fusent encore aujourd'hui. Il est encore sur le devant de la scène. Au sein de notre bureau également, il y a eu des discussions. Et je dois rappeler d'ailleurs au public présent, à tous nos adhérents, que c'est souvent le cas et qu'évidemment tous les membres du bureau ne sont pas d'accord avec toutes les idées de tous les invités et c'est normal, sinon nous serions complètement schizophrènes. Voilà. Donc il y a eu débat et il a été décidé finalement que nous avions beaucoup plus de points communs que de points de désaccord, et qu'il était intéressant de discuter ces points pour faire évoluer notre pensée. Voilà, ceci étant dit, donc on va commencer cet entretien qui durera environ 1 heure. Ensuite, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis, vous pourrez ensuite acheter son livre et vous le faire dédicacer éventuellement. Pour la première question, et comme j'aurais du mal à résumer votre livre, je vais vous demander en fait tout simplement comment vous définiriez votre ouvrage. Et surtout, pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous écrit ce livre? Ça commence pas mal. Bonsoir à tous. Bonsoir également à la technicienne. Et merci à l'association des amis du temps de l'essourisme de cette invitation. La question est vaste en fait. C'est presque... Comment dire, je vais avoir du mal à répondre à cette question en fait. Mais je vais essayer. Donc la question c'est... C'est pourquoi avez-vous écrit ce livre et puis... Non mais je disais comment vous le définiriez, ça serait plutôt... Enfin, est-ce que vous considérez que c'est un manifeste, un livre littéraire, politique, ou tout ça à la fois? C'est un essai politique. Il a une dimension littéraire. C'est un livre qui vient à la fois d'une expérience sociale d'une fille d'immigrés de l'histoire coloniale, du moins en France, donc située quelque part. Et en même temps, j'appartiens à une organisation politique. Voilà. Et c'est aussi l'expérience à l'intérieur de cette organisation politique, dans le cadre de la confrontation avec la gauche, notamment, mais avec ce que nous on appelle le champ politique blanc, qui m'a fait accoucher de ce livre, en fait. En soi, j'ai jamais pensé que j'allais un jour écrire un livre, à vrai dire, parce qu'en fait, le livre dont vous parliez tout à l'heure de 2012, c'est pas tellement un livre, on l'a coordonné, c'est un recueil de textes. Et c'est une interview croisée entre moi et Sadri Khiari, qui est l'un des théoriciens du pire. Donc c'est pas un livre que j'ai écrit moi, donc ça c'est vraiment le premier livre que j'ai écrit. Et il est vrai que j'ai pensé que j'allais écrire un livre un jour. Voilà. Et c'est arrivé progressivement dans ma tête. Je l'ai senti arriver. Voilà. C'est peut-être un peu mystique ce que je dis là, mais c'est comme ça, je l'ai senti arriver, alors que je n'ai jamais pensé vraiment écrire un livre. J'ai aujourd'hui 44 ans, donc je l'ai écrit à 43 ans. Enfin, je l'ai sorti j'avais 43 ans. C'est-à-dire que toute la période qui a précédé, je n'ai pas vraiment eu l'idée d'écrire un livre. Je l'ai fait parce que je l'ai senti, parce que j'en ai eu le besoin. C'est effectivement un livre dont on pourrait dire qu'il est une espèce d'ovni.
parce que il n'est pas sèchement un texte politique, mais il n'est pas sèchement un texte personnel. En fait, c'est un peu c'est une espèce de synthèse entre les deux, mais ce qui fait sans doute sa particularité, et c'est ce qui fait aussi qu'il marque peut-être le débat et qu'il crée des polémiques, c'est que je suis en rupture. C'est-à-dire que je ne veux pas céder à ce que je pourrais appeler l'humanisme blanc, et je ne veux pas céder à une quelconque forme de... je ne veux pas céder à une forme d'innocence. Voilà. J'estime que je ne suis pas innocente et que j'ai une responsabilité dans cette société et vis-à-vis du monde. Et il me semble qu'on est dans un pays où les gens se croient innocents. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des attentats à Paris, les gens écarquillent les yeux, sont choqués, se demandent ce qui se passe, parce qu'ils se réveillent à un moment donné, alors que moi, qui ne suis pas innocente, et dont ça fait longtemps que je sais que je ne suis pas innocente, quand il y a des attentats à Paris, je ne fais pas partie du peuple qui s'étonne de ce qui se passe. Je ne suis pas étonnée de ce qui se passe, et je dirais même que, d'une certaine manière, je l'appréhendais et je savais que ça allait arriver. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus vivre tranquillement. Et si on ne peut plus vivre tranquillement, c'est parce qu'on a été complices, collectivement, d'un crime. Et ce crime-là, je tiens à, d'une certaine manière, exorciser cette question pour qu'on l'assume collectivement. Et c'est la raison pour laquelle je commence en disant « nous ne sommes pas innocents ». Et moi, je ne suis pas innocente. D'accord, merci. On va revenir sur les notions de responsabilité, notamment un peu plus tard. Je voudrais juste lire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est un préambule, un avertissement, excusez-moi, je peine à faire les deux en même temps. C'est écrit en italique au début, juste après les remerciements. Vous écrivez plutôt quelques précisions sur le texte qui suit. Mon expérience et ma sensibilité, je les puise dans l'histoire et le présent de l'immigration maghrébine, arabo-berbéro-musulmane. C'est à partir de cette trajectoire que je m'exprime. Et plus loin, vous dites enfin, les catégories que j'utilise, blancs, juifs, femmes indigènes et indigènes, sont sociales et politiques. Elles sont des produits de l'histoire moderne au même titre qu'ouvriers ou femmes. Elles n'informent aucunement sur la subjectivité ou un quelconque déterminisme biologique des individus, mais sur leurs conditions et leur statut. Alors, il me semblait important de le lire parce que j'étais très surpris, donc pour préparer cet entretien, j'ai lu un peu, évidemment j'ai lu beaucoup votre livre, et puis j'ai lu les critiques qui vous avaient été faites, et elles portaient essentiellement sur l'essentialisation justement de certains groupes d'individus que vous feriez, alors que, bon, moi ça m'a paru clair, mais peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, ou peut-être que les gens n'ont pas forcément lu l'avertissement, ce qui voudrait dire qu'ils n'ont pas lu le livre. Vous dites d'emblée, ces catégories que j'utilise n'informent aucunement sur un quelconque déterminisme biologique des individus. Ça me paraissait important de le rappeler pour débuter cette discussion. Et juste une question en passant, est-ce que ce serait un conseil de votre éditeur, ce petit passage, ou c'est vous qui avez anticipé les critiques et vous avez dit il vaut mieux que je le précise d'emblée? Alors c'est pas un conseil de mon éditeur, c'est moi qui l'ai anticipé parce que je connais la société dans laquelle on vit, et je sais que même prenant ces précautions, je suis traitée de raciste anti-blanc ou essentialiste, etc. Donc je l'ai dit pour clarifier la chose. Maintenant, les gens disent ce qu'ils veulent. Moi, j'assume ce que j'écris. Et j'estime que dans une relation à deux, chacun est responsable. Donc j'écris, je sais ce que j'écris. Si quelqu'un comprend que j'essentialise, c'est son problème, c'est pas le mien. D'accord, merci. Je vais parler de la forme du texte, parce que comme vous l'avez dit, c'est un essai politique, mais je pense qu'il y a une forte dimension littéraire quand même dans le texte, et de par ses références évidemment, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Mahmoud Darwish, Kateb Yassine et d'autres, mais également dans sa construction, dans son style. En fait, vous interpellez souvent le lecteur avec le pronom « vous ». Il y a beaucoup de phrases courtes, sans verbe, parfois il y a de l'ironie, beaucoup d'oralité. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un style que vous avez mûrement réfléchi avant de l'écrire, ou alors est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la spontanéité? Est-ce que c'est un texte qui s'est écrit très vite ou non? En fait, c'est ce qui m'intéresserait.
Non, j'ai pas pensé le style, ça a été assez spontané. C'est sorti comme ça, hein, je veux dire, je suis pas une écrivaine, hein, donc je l'ai fait un peu comme je le sentais, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière. Maintenant, si on dit que le produit est un produit littéraire, je l'accepte comme tel, mais c'était pas le but. Voilà. Mais voilà. Je vais revenir sur un article de Jean Birnbaum, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, qui est paru dans le Monde des livres du 10 juin dernier, qui est intitulé « La gauche déchirée par le racisme antiraciste ». J'ai pas pu le lire entièrement parce qu'il était payant. La tribune, il y a eu une tribune publiée quelques jours après en fait pour vous défendre, parce que dans ce texte vous étiez apparemment souvent attaqué. Et cette tribune s'intitule « Vers l'émancipation contre la calomnie ». Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'elle a été co-signée par une vingtaine d'intellectuels, dont l'auteur Annie Ernaux. Je me disais justement à la lecture du texte qu'il y avait plusieurs passages qui m'avaient fait penser à l'écrivaine Annie Ernaux. Par exemple, le souvenir d'enfance de Fatou Chouassa que vous décrivez, page 123-124. Et surtout, et là je vais vous lire parce que je trouve que c'est un passage qui est très intéressant, page 22-23, vous parlez de vous cette fois-ci. Alors, d'abord, il faut nous aimer. Pourquoi j'écris ce livre? Sans doute pour me faire pardonner mes premières lâchetés de cette chienne de conditions indigènes, la fois où, lycéenne, en route pour un voyage scolaire à New York, je demande à mes parents qui m'accompagnent à l'aéroport de rester cachés à la vue des professeurs et camarades de classe parce que les autres parents n'accompagnent pas leurs enfants. Bobards à 2 balles. J'avais honte d'eux. Ils faisaient trop pauvres et trop immigrés avec leur tête d'arabe alors qu'ils étaient fiers de me voir m'envoler vers le pays de l'oncle Sam. Ils n'ont pas protesté. Ils se sont cachés et j'ai cru naïvement qu'ils avaient tout avalé. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, qu'ils m'ont accompagné dans le mensonge. Ils l'ont même soutenu sans broncher pour me permettre d'aller plus loin qu'eux. Et puis, avoir honte de soi, chez nous, c'est comme une deuxième peau. Les Arabes, c'est la dernière race après les crapauds, disait mon père. Une phrase qu'il avait sûrement entendue sur un chantier et qu'il a fait sienne par conviction de coloniser. À l'aéroport, il n'allait pas se dédire. Depuis, il a été emporté par un cancer de l'amiante, un cancer d'ouvrier. Oui, je dois me faire pardonner de lui. Alors, moi, ça m'a clairement fait penser à Annie Ernaux, mais peut-être je me trompe. Est-ce que c'est une œuvre que vous connaissez bien et qui vous a influencé ou pas du tout? Pas du tout. Bon, tant pis. Alors, pour celles et ceux maintenant qui n'auraient... Tu l'as dit par rapport à ce passage? Oui, pardon. Oui, c'est bien de s'y attarder parce qu'en fait, le lectorat n'est pas le même. Et par exemple, précisément sur ce passage, le nombre de gens issus d'immigration qui l'ont lu et qui m'ont remercié par exemple pour ce passage parce que tout le monde s'y reconnaît. Et c'est vrai que c'est une expérience collective. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je parle de moi, mais je parle d'un nous collectif. Et ce passage-là de la honte des parents, je connais quasiment personne qui n'a pas ressenti la honte de ses parents quand on est issu d'immigration coloniale. Hein. Et donc, ça, c'était effectivement important de le dire, de l'écrire et de bien faire comprendre qu'il y a bien des gens qui vivent une condition commune dans ce pays, une expérience commune. Et qui peut échapper complètement à une autre catégorie de la population. Les gens passent complètement à côté de ça. À tel point que je me souviens, par exemple, un détail, hein, je me souviens que des amis d'extrême gauche, par exemple, qui étaient plutôt contre l'islamophobie, pour la Palestine, etc., en gros, avec lesquels on partageait quand même beaucoup de choses, je me souviens qu'on avait eu une fois un débat sur les prénoms. Le fait que, par exemple, des gens issus d'immigration ont été obligés de changer leur prénom parce que, pour trouver du boulot. Là, quelqu'un qui s'appelait Mohamed, il se faisait appeler Francis, ou que ça, Barbin Stéphane, ou des Fatima qui se transformaient en Valérie, voilà. Et donc, on posait la question de se dire à quel point c'était un vrai problème. Et donc, on avait les copains qui nous regardaient, on disait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette question? C'est complètement secondaire. Et nous, on était là, on les regardait, on disait, non, c'est pas secondaire, ça touche à la dignité humaine. Ça touche à notre histoire, ça touche à nos parents, ça touche à un certain nombre à notre histoire affective, qui n'est pas rien. Et eux nous disaient, non, mais on doit se mobiliser sur les questions de salaire, sur les questions de trucs, sur les questions de machin. Et nous disaient, non,
le salaire ne passera pas avant la dignité. Voilà. Et cette question-là du prénom, mais peu importe, du respect des parents, du respect de tout ça, c'est de la religion, de la culture, des identités, ça ne sera pas secondaire pour nous. Voilà. Et ça, c'est un des hiatus qu'on a avec l'extrême gauche. Et c'est un hiatus d'autant plus important à surmonter que les questions identitaires sont mal comprises. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la question identitaire d'extrême droite, évidemment, qu'il faut combattre, mais il y a les questions identitaires décoloniales. Et lorsqu'on pose la question à partir d'une catégorie qui est la plus opprimée, une des plus opprimées en France ou en Occident, celle des post-coloniaux par exemple, qui revendiquent leur identité, ça n'a rien à voir avec des dominants qui revendiquent leur identité, qui elle a une dimension suprémaciste. Voilà. Et ça, par exemple, c'est des débats qu'on devrait pouvoir avoir dans nos milieux et qui sont difficiles à avoir parce qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a l'identité, ça veut dire directement Hitler, quoi, en gros, pour faire un raccourci, ce qui est ridicule et qui est un raccourci, c'est indigent même politiquement. Oui, c'est des concepts, des termes qui ont été pris en otage. Et alors, je ne vais pas continuer sur le parallèle, mais en même temps, je trouvais ça intéressant le fait que vous mêliez récit intimiste et vécu collectif, et c'est exactement ce que fait Annie Ernaux, et elle le fait en disant qu'elle vient d'une classe sociale inférieure et qu'elle a été victime, alors pas de racisme, mais qu'elle a subi la honte en atterrissant, en arrivant dans des classes supérieures de la société. Maintenant, je vais partir sur des concepts qui appartiennent au Parti des indigènes de la République. J'aimerais bien qu'on démine le terrain un petit peu. Il y a certains concepts clés qui reviennent dans votre œuvre et qui ne vont pas forcément de soi pour tout le monde. Vous utilisez des termes qu'on n'entend presque jamais dans le champ politique, comme les blancs, la blanchité, le féminisme décolonial, l'internationalisme domestique, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, selon vous, il était nécessaire d'amener votre propre champ lexical dans le débat, et peut-être justement pour faire cette rupture dont vous parliez, et est-ce que vous pourriez définir, c'est peut-être plus compliqué, en quelques mots, les concepts qui posent le plus souvent problème, en tout cas quand j'en ai parlé autour de moi, à savoir la blanchité ou les blancs. Comme c'est étrange, comme c'est plutôt dans le blanc. Alors, il faut effectivement. Alors, il n'y a pas, de mon point de vue, une alternative politique sans renouveau de la pensée théorique. Voilà. Je pense que la manière dont la gauche appréhende une alternative politique est arrivée à une impasse, surtout quand il s'agit de la race, quand il s'agit des quartiers populaires, quand il s'agit de l'impérialisme, quand il s'agit des rapports nord-sud, quand il s'agit de la question décoloniale au sens large. Je pense que la gauche a clairement montré ses limites, et c'est précisément à cause des, entre guillemets, trahisons successives que les milieux d'immigration postcoloniale, je parle des milieux des luttes de l'immigration, ont fini par rompre. D'ailleurs, en fait, il y a eu des décrochages successifs depuis les années 80 avec la marche pour l'égalité, le fait que les revendications de démarcheurs ont été dépolitisées, qu'elles ont été redéfinies à travers un lexique de l'État, en fait, ce que nous on appelle l'antiracisme moral, le racisme c'est pas bien, les méchants c'est que l'extrême droite, que en fait la gauche n'est pas raciste, mais ceux qui sont racistes c'est monsieur et madame Dupont, voilà. On a individualisé le racisme au lieu de penser en termes de structure. Bref, il y a toute une histoire qui a entamé gravement les relations entre les milieux de l'immigration postcoloniale et la gauche, et le point d'orgue, si j'ose dire, ça a été l'affaire du voile. Avec l'affaire du voile, nous avons été un certain nombre, parce que moi j'ai milité dans les milieux qui sont mobilisés contre les lois, enfin contre la loi sur les laïcité religieux. Et donc là, comme la loi est passée et qu'on a eu quand même l'ensemble du champ politique contre nous, en quelque sorte, sauf des minoritaires à l'intérieur de la gauche radicale, vraiment des minoritaires qui étaient eux-mêmes seuls contre tous, eh bien ça a été, à mon avis, un moment de rupture. On a décidé de rompre avec la fête des indigènes, d'accord.
Mais évidemment, il ne s'agit pas simplement de rompre pour rompre, parce que ce n'est pas du tout une posture esthétique. Hein. Rompre, c'est pour construire autre chose, mais à un moment donné, il faut dire stop, on arrive à une impasse, on ne peut plus aller plus loin, on n'a pas les alliés qu'on mérite, en tout cas on n'a pas les alliés qui sont à la hauteur des défis politiques de notre temps, les crimes policiers, le racisme d'État, l'impérialisme, les interventions militaires à l'étranger, et j'en passe des meilleurs, toutes les questions qui sont liées à la mémoire, mais pas que, on a aussi une vraie critique de l'État-nation, pas que nous, hein, je veux dire, dans la gauche radicale, il y a des critiques historiques de l'État-nation, mais nous on reprend ça aussi à notre charge, et donc je disais que tout ça, ça mérite, toutes les impasses de la gauche méritaient un nouveau corpus idéologique. Et donc, effectivement, des nouveaux mots, pour dire une réalité qui était complètement invisible à la gauche. Et cette réalité, c'est précisément la question de la race. Et ça, c'est ce qui fait blocage aujourd'hui partout. La race. Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, quand on explique les choses en termes de système, la race comme système de division, comme système comme fait structurel plutôt, c'est compris comme on est des hitlériens. Bon. Il y a ceux qui pensent que, comme Hitler, que la race existe, elle est biologique ou pas, et donc qu'il y a des races inférieures. Il y a ceux qui pensent qu'elle existe d'un point de vue social, historique, comme produit de l'histoire, et qu'il faut précisément s'en rendre compte, le savoir, le reconnaître pour évidemment la combattre et la dépasser. Donc ça, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il faut dépasser la race, évidemment. Et donc, race sociale, ça fait partie de notre vocabulaire. Voilà. Ça suffit pas de dire les classes, ça suffit pas de dire le genre. Et j'ajoute au passage que ni le genre ni la classe n'existent dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, comme si c'était des concepts naturels. Bah non. Du temps dans l'Antiquité, ce qu'on appelle aujourd'hui d'un point de vue marxiste les classes n'existaient pas. D'accord? Et quant au genre, le genre féminin-masculin par exemple, ce sont aussi des constructions modernes. Il y a malheureusement je me souviens plus de son nom, mais une chercheuse écrivaine africaine, alors je sais plus, je crois que c'est d'Afrique, de Centrafrique, mais il faudrait que je retrouve son nom, qui a écrit quand même un livre qui s'intitulait « Lorsque la femme fut inventée ». Elle a été inventée au sens que la colonisation a inventé le genre féminin dans une partie du continent africain. Alors elle parlait pas de l'Afrique en général, mais elle parlait de là où, de son pays à elle. Donc elle disait le genre féminin n'existait pas. Donc on voit bien que tout ça ce sont des constructions et que pas plus. Alors on nous oppose le genre et la classe comme si la race était à part. Mais c'est pas plus une excentricité que le genre et la classe. Tous sont des produits de l'histoire. Ils n'ont pas existé de tout temps et en tout endroit. Donc ils sont bien le produit de l'histoire moderne, du capitalisme, de l'impérialisme, et voilà. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que des notions de genre n'existaient pas ailleurs, mais c'était différent. Voilà. C'est un vocabulaire qui s'ajoute donc, par exemple, à un vocabulaire marxiste traditionnel, et qui ne va pas à l'encontre... Parce que ce qui vous avait été reproché, je me souviens, je ne sais plus où je l'ai entendu, c'était le primat de la race sur la classe, justement. Et je crois que vous aviez répondu que la classe, pour vous, était incluse dans la question de la race. Si on comprend que ce qu'on appelle les indigènes sont au plus bas de l'échelle sociale, on voit bien qu'ils cumulent les deux. On voit bien que ceux qui sont tués par les flics, ça date quand même d'une trentaine d'années, que c'est que des Noirs et des Arabes, c'est tous des fils ouvriers. Et on voit bien que nous qui nous mobilisons dans ces luttes-là, on nous a rarement vus nous mobiliser pour, je sais pas moi, pour des Saoudiens ou des Qataris, quoi. Bon. Donc ça veut dire que, évidemment, que la race elle a pour fonction d'établir un distinguo statutaire entre les vrais Français, donc les Blancs, donc catégorie sociale, politique, historique, avec nous. Voilà. Et il s'agit simplement d'analyser cette situation. Et effectivement, si on voit tout en termes de classe,
Et c'est ce que fait l'extrême gauche. Si on retourne en termes de classe, on ne voit plus la spécificité du racisme. Et on ne voit plus du tout comment l'État-nation distribue des privilèges à une catégorie de la société. Et comment cette catégorie tient par conséquent à ses privilèges. Parce que c'est une bataille. Elle ne veut pas, je veux dire, si j'étais blanche, je n'abdiquerais pas de mes privilèges. Et c'est en ce sens qu'il y a une bataille politique avec cette catégorie qu'on appelle les blancs. Et une bataille politique, ça ne signifie pas une bataille à la machette. Parce que quand on entend race, on croit qu'on va se trucider. Non, c'est une bataille politique. Et j'ajoute que les luttes de race sociale, elles sont partout, on les voit. Simplement, on leur donne pas ce nom-là. Mais les luttes contre les crimes policiers, la plupart du temps, c'est des luttes de race sociale. La plupart du temps. Parce que l'autre chose qu'on nous oppose, c'est oui, mais c'est des pauvres, donc c'est surtout une question de classe. Ma réponse est la suivante. En France, il y a plus de pauvres blancs que de pauvres indigènes. La classe prolétaire blanche, elle est en nombre plus importante que nous, parce qu'on est une grosse minorité en France, on est une minorité. On est 10%. Bon. Mais les prolétaires blancs, ils sont bien plus nombreux que nous. Bon. Pourquoi ils ne sont pas tués par les flics? Puisque c'est une question de... Pourquoi c'est une question de classe sociale? Les ch'tis, tout ça, là, les pauvres, etc., qui sont partout, ceux qui sont chômeurs de père en fils, et c'est un énorme problème social. Je veux dire, la question, on n'est pas là en train de la minorer, c'est pas la question. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de blancs qui sont tués par les flics que d'indigènes, puisqu'on est moins en termes de nombre. C'est qu'il y a bien un logiciel, un feu vert, je veux dire, il y a bien un système qui autorise de tuer des Noirs et des Arabes. Et c'est ce que vous appelez le racisme structurel de l'État. On appelle le racisme structurel. Par contre, vous avez dit un moment, si j'étais blanche, ça me fait penser à... Vous dites que la notion de blanchité, en fait, elle est complexe, que c'est évidemment pas la couleur de peau. Vous dites dans votre livre, justement, que vous vous sentez indigène au sein de l'État-nation français, mais blanche dans votre rapport au Sud. Je ne sais pas si ça vous parle, mais cette espèce de... Enfin, je ne sais pas si on dit cette espèce... Oui, ce déchirement m'a beaucoup fait penser à deux autres phénomènes. C'est premièrement une chanson de rap du rappeur Ekwe du groupe La Rumeur, qui est un fils d'immigré togolais et qui dit qu'en France, on lui fait bien sentir que c'est un sale noir, et que lorsqu'il arrive au Togo, il le dit dans une chanson, Blessé dans mon ego, on se moque de lui parce qu'il a des manières de petit blanc, là je le cite. Et ça m'a fait penser aussi au travail de Chantal Jacquet, qui est une philosophe qu'on a reçue il y a quelques mois ici, et qui travaillait sur le transclasse, donc un peu comme Annie Ernaux, celui qui passe d'une classe sociale à une autre, et qui, lorsqu'il revient dans sa classe d'origine, on lui fait remarquer qu'il est plus des leurs. Et par contre, quand il est dans la... Je ne sais pas si vous me suivez, mais quand il est dans la classe aisée où il est parvenu, on le ramène à sa condition d'origine. Est-ce que vous diriez que cette double identité, c'est une richesse, mais surtout un fardeau, à savoir un déchirement perpétuel? D'abord, je ne dirais pas que c'est une identité, je dirais plutôt que c'est un statut. Oui, un statut. Et j'ajoute, pour bien expliquer ma position, c'est que la blanchité, c'est un rapport de pouvoir. Évidemment, c'est pas une... Parce que moi, comme ça, on a à peu près la même couleur de peau, donc ça va être difficile de nous distinguer. C'est pas une question de couleur de peau, c'est un rapport social. Bon, et c'est un rapport de pouvoir. Donc, effectivement, en France, à l'intérieur de l'État-nation, je suis une indigène, je ne suis pas une souche hyène, pas en un seul mot. Et donc, on me le fait savoir. Donc, j'ai ce rapport à l'État. On me fait savoir que je ne suis pas légitime ici. D'accord ? Et donc, je suis une indigène. Mais j'ajoute que je suis une indigène aristocrate dans mon rapport au Sud, puisque je bénéficie, malgré le racisme en France, de tous les bienfaits, entre guillemets, de l'impérialisme et du pillage du Sud. Et donc, à ce titre, j'ai des droits politiques, j'ai des droits sociaux, j'ai des droits syndicaux, je vis dans une démocratie. Moi, je crois que la démocratie existe. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie d'une rétribution des peuples blancs. C'est comme ça qu'on rétribue
les peuples blancs pour leur complicité dans le pillage du Sud. Donc il faut bien les rétribuer, il faut bien qu'il y ait une complicité quelconque. C'est la démocratie, c'est les droits, c'est la politique, c'est le droit de vote, c'est les nanani, nana, c'est les... Voilà. Et donc je suis bénéficiaire, même tout en bas, je suis bénéficiaire, et donc à ce titre, je suis une blanche. D'accord ? Donc je suis une blanchie. Et c'est pour ça que je dis que c'est un rapport de pouvoir, parce que quand je vais au bled, je vois mes cousines ou mes cousins, ben, moi j'ai un passeport, je peux me balader, partout, ben, eux ils ne peuvent pas se balader. Ils ne peuvent pas se balader parce que ce sont des damnés de la terre. Et c'est la différence que je fais entre les damnés de la terre, ceux qui vivent sous le joug des rapports nord-sud et qui sont prisonniers parce que le nord aspire leur richesse, mais eux ils n'ont pas le droit de venir. D'accord ? Et quand ils viennent, beaucoup meurent en Méditerranée. Et donc, évidemment, donc, je ne suis pas une damnée de la terre, et j'aurais honte de le dire d'ailleurs, et je pense qu'il faut clairement montrer, il faut clairement dire que ce n'est pas le cas. Je bénéficie d'un statut, mais je suis une indigène en France parce que je vis le racisme. Voilà. Donc effectivement, je suis dans cet entre-deux, et c'est là, et c'est pour ça que je me déclare criminelle. C'est pour ça que je dis au début là, je suis du criminel. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire les méchants blancs. Ça serait trop facile. C'est pas la question, c'est pas de renvoyer la responsabilité simplement aux blancs et de dire qu'en fait, une espèce de distinguo entre nous. Non, c'est pas vrai. On profite ensemble. Simplement, ils profitent plus. Ils profitent au-dessus. Et donc c'est important de comprendre évidemment cette différence entre ces différents statuts. D'accord, donc c'est plutôt un fardeau. C'est pas un fardeau, c'est un fardeau dans la vie de tous les jours, c'est pas un fardeau, c'est un fardeau politique, du point de vue de la conscience morale. C'est un fardeau du point de vue que, si on est cynique, hein, comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas étonné qu'il y ait des attentats en France, je suis pas du tout étonné qu'il y ait des attentats en Europe. On a dévasté la Libye, on a fait la guerre, on a dévasté l'Irak, et ça continue, je veux dire, bon voilà. Et ça, c'est pas possible que ça ne nous revienne pas comme un boomerang pendant que nous, on fait nos soldes. En gros, c'est ça, hein, pendant 10-20 ans, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça se passe là-bas, on en a un foutre, c'est eux qui crèvent. Nous, on est tranquille à l'intérieur, de la sécurité, des États-nations, tatati tatata. Moi, je fais partie de ceux, j'ai toujours pensé qu'on allait payer cher. Et si je devais être cynique, je dirais que ma conscience politique, elle vient du fait que j'aimerais pas mourir dans un attentat. Moi, j'aimerais bien ne pas mourir. Donc, je sais que si je ne veux pas, moi, mourir dans un attentat, si je ne veux pas qu'il y ait des attentats en France, si je ne veux pas que mes amis meurent dans un attentat, etc., c'est-à-dire si je veux défendre objectivement mes intérêts, ben, j'ai intérêt à être anti-impérialiste. Si je suis cynique, c'est-à-dire que je pense qu'à ma poire, j'espère qu'on trouvera en France des gens plus généreux que ça. C'est-à-dire que par principe, on devrait être contre le traitement qu'on fait au continent africain, au monde arabe, à une partie de l'Asie. Voilà. Et que par conséquent, qu'on reconnaisse notre responsabilité. D'accord. Je vais dévoiler maintenant les dessous de l'association. Un collègue du bureau, quand on préparait la rencontre, me faisait remarquer que vous utilisiez le mot responsable, on en parlait tout à l'heure en parlant du blanc et de son passé colonial, et de s'offusquer, mais je ne suis pas responsable, je ne cautionne rien de tout ça, je n'étais même pas né en plus. Une collègue lui a répondu, peut-être n'es-tu pas responsable, mais rappelle-toi qu'on est tous porteurs d'une histoire et qu'à ce titre, on doit prendre ses responsabilités. Je voulais vous demander si vous étiez d'accord sur le mot porteur d'une histoire, ou est-ce que ce n'est pas assez fort selon vous? Et dans le même temps, si vous pouviez définir ce que vous appelez dans votre livre la mauvaise conscience blanche. La bonne conscience blanche. La bonne conscience blanche, oui. Oui, c'est ça. Alors, on est porteur d'une histoire, c'est le haut de l'iceberg. On est porteur d'une histoire. Et l'histoire, en fait, c'est vrai que du point de vue de l'histoire, on n'est pas responsable de l'histoire. Un blanc aujourd'hui français, il n'est pas responsable de la guerre d'Algérie, ou de la colonisation de l'Algérie, ou de l'Afrique. Il est responsable du maintien de la France-Afrique. C'est aujourd'hui ça, la France-Afrique, c'est maintenant. Il est responsable au sens où, encore je le redis, comme exactement ce que je dis tout à l'heure, notre responsabilité, elle ne vient pas parce qu'on a une histoire. Elle vient surtout parce qu'on a un présent. Aujourd'hui, il y a la France-Afrique.
Aujourd'hui, la France vend pour des milliards d'armes pour faire la guerre, ou pour maintenir ses positions, pour Areva, pour je sais pas quoi. Bon, c'est ça notre responsabilité, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui, encore une fois, des migrants qui meurent en Méditerranée. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est bien, et en vérité, toutes ces frontières, il faut bien comprendre qu'elles sont là quand même pour nous, soi-disant nous protéger. C'est-à-dire pour garantir nos privilèges, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le privilège pour nous, l'exploitation pour nous, le pillage pour nous, et eux qui crèvent. Donc en fait, on est dans ce rapport-là. Donc de deux choses l'une. Je veux dire, aujourd'hui, politiquement, on est soit dans un camp, soit dans un autre. Soit on est contre la France-Afrique, et donc on pense qu'on pille l'Afrique, et donc auquel cas on ouvre nos frontières. Je veux dire, parce que c'est à cause de nous qu'ils viennent. Soit on rétablit, soit on met fin à la France-Afrique. Bon, je sais que, alors cela étant dit, tout ce que je dis là est très utopique, hein, je sais que c'est pas demain, ni quoi que ce soit. Mais je veux dire, il faut quand même poser des actes politiques. Il faut poser des actes politiques. On a un des mouvements anti-guerre les plus faibles d'Europe. On est ridiculement faible. Au moins, en Angleterre, ils ont un grand mouvement anti-guerre. On n'a même pas un mouvement anti-guerre en France. C'est ridicule. Ça montre notre degré de conscience. Hein. C'est invraisemblable. Et c'est ça la bonne conscience. Justement, parce qu'on fait moi, c'est un bon sens, c'est qu'en fait, la bonne conscience, c'est non, mais nous, c'est la civilisation des Lumières, non, mais en fait, ils sont jaloux de nous, non, mais ils veulent vivre comme nous, gna gna gna. Je veux dire, c'est ça la bonne conscience, c'est d'avoir, c'est de se croire, c'est d'être droit dans ses bottes et croire à son génie. Alors qu'on n'est pas, je veux dire, il y a un génie occidental. Hein. Moi, je pense qu'il y a un vrai génie occidental. Et alors, sur quelle montagne de crimes il s'est fait? Il y a un génie, c'est indéniable, je ne dis pas le contraire. Enfin, je vais vous lire pour continuer. Page 40, vous écrivez « Vous prétendez même parfois avoir porté nos valises. » Donc là, pour préciser, oui. C'est le chapitre « Vous les Blancs ». Exactement. Vous ne manquez pas une occasion pour nous le rappeler. Ceux qui l'ont fait sont nos frères et nous leur devons le respect, mais puis-je suggérer qu'en fait, ils n'ont jamais porté nos valises, jamais. Ils n'ont fait que porter les leurs, ou les vôtres si vous voulez. À Sartre, qui lui demandait de définir le problème noir, Richard Wright répond « Quel problème noir? Il n'y a pas de problème noir aux États-Unis, il n'y a qu'un problème blanc. Je repose donc la question, pourquoi ne vous décidez-vous pas à porter vos valises ? Car si votre histoire vous a fait blanc, rien ne vous oblige à le rester. » Alors, je voulais réagir à ce que j'ai lu. Vous dites dans une interview, vous le répétez d'ailleurs plusieurs fois, que lorsque vous parlez du monde blanc, évidemment, vous parlez des structures et non pas de chaque individu. Et de plus, lorsque vous parlez non seulement des blancs, des juifs ou des indigènes, il n'est jamais question que de structures qui emprisonnent et qui façonnent, mais il y a toujours également la possibilité de s'en extraire dans votre texte. Ça m'a fait penser à une phrase que Sartre emploie dans sa biographie consacrée à Genet, qui disait « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Alors, est-ce que vous pourriez être d'accord avec cette affirmation? Et est-ce qu'on pourrait dire que vous parlez de structures qui déterminent et façonnent, mais que, comme l'a fait Bourdieu en mettant les mécanismes à nu de cette... je me suis perdu. Voilà, de ce système, comme il l'a fait pour la reproduction des classes sociales, on peut en avoir conscience et ensuite peut-être pouvoir s'en échapper. Alors, on peut s'en échapper, mais on ne s'en échappera pas individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut un projet politique pour s'en échapper. On peut avoir une conscience individuelle, voilà, mais il ne s'agit pas d'être performatif et de dire, voilà, moi j'ai conscience que je suis blanc, et maintenant je vais tout faire dans ma vie de tous les jours pour rompre avec mes privilèges. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, c'est n'importe quoi. Il n'y a personne qui va rompre. Moi, je ne vais pas rompre mes privilèges d'indigène aristocrate avec simplement parce que j'en ai la volonté, parce que j'ai quand même un passeport. Si je veux rompre, je retourne au bled. Voilà, point. Mais si je suis là, je ne romps pas. Je profite tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc, par conséquent, il s'agit de nous libérer par un projet politique, collectif.
individuellement, je m'en fous de la prise de conscience des individus, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est le début pour l'action collective, mais c'est pas une fin en soi. Je veux dire, les gens qui vraiment, je connais beaucoup de gens qui se limitent à leur prise de conscience individuelle. On n'en a rien à foutre. Voilà. Et donc, il s'agit de créer des espaces politiques de résistance et d'alternatives même. Nous, on pense qu'on ne peut pas faire confiance à la gauche telle qu'elle existe. On ne peut pas. Donc, du coup, on pense qu'il faut nous organiser. C'est ce qui existe aujourd'hui dans l'antiracisme politique. Il y a des choses qui se passent en France. L'antiracisme politique, c'est une réalité aujourd'hui. Le mouvement décolonial, mais sans oublier des perspectives d'alliance avec tout ce qui est à gauche du PS, parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne va pas s'allier avec le PS ou avec la droite ou avec l'extrême droite, donc on bannit ce champ du système d'alliance. En revanche, dans le reste, il y a des possibles. Et c'est là où je veux dire, c'est vrai que faut être un peu gramsciste, l'optimisme de la volonté. C'est un peu difficile d'être optimiste aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a pas le choix que d'être optimiste. Donc il faut s'imaginer que moi je pense qu'on est dans une espèce de période pré-fasciste. Bon, on n'est pas dans le fascisme, mais on est quelque chose, on y va. À quel horizon, je ne sais pas, mais on a intérêt de se dépêcher pour l'affronter. Et on ne peut pas aujourd'hui l'affronter. Je pense que l'alternative se fera avec les quartiers populaires. Voilà. C'est plus possible une alternative genre front de gauche avec des blancs. Voilà. Et j'en parle ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont du front de gauche. Il y a les quartiers populaires, il y a les musulmans, il y a les noirs, il y a les arabes, il y a les antillais, il y a les asiatiques dans ce pays qui sont là et qui sont nécessairement une clé de la solution. Et l'alternative se fera avec les quartiers populaires ou ne se fera pas. Et combattre le fascisme se fera avec les quartiers populaires ou ne se fera pas. Voilà. Je vais enchaîner sur un truc qui n'a rien à voir, donc désolé pour le professionnalisme, on repassera. Non, c'est juste que je vois que le temps passe et je voudrais qu'on avance dans le livre. Je vais vous citer sur le chapitre « Nous, les femmes indigènes ». Donc je vais lâcher mon micro 2 secondes. Je sais pas comment ils font à la télé pour être si virtuose. Ah oui, ça c'est vrai, c'est une bande. Mais on n'a plus beaucoup de sous. Alors, on va parler des femmes, du chapitre sur les femmes indigènes. Je vais vous citer pour introduire mes questions, donc page 77. De notre poste d'observation, le spectacle est édifiant. Que voyons-nous? D'abord, l'indifférence quasi totale de cette élite au patriarcat blanc qui structure la société française et détermine la vie de millions de femmes. Et pourtant, tous les indices montrent que la condition des femmes françaises se dégrade. Viol, violence conjugale, écart de salaire, exploitation du corps des femmes à des fins commerciales, etc. Ensuite, ils se mettent en rang serré pour dénoncer sans appel des violences faites aux femmes de banlieue quand l'auteur est noir ou arabe. Le sexisme des mecs de quartier est une barbarie sans cause et sans origine. Voyez tous ces phallocrates blancs qui se découvrent féministes lorsque le banlieusard apparaît. Ils n'ont jamais de mots assez durs pour le crucifier, pas de compassion assez forte pour nous plaindre. L'ensemble du monde blanc a maintes fois communié des trémolos dans la voix contre le méchant mec des cités. Concernant les rapports hommes-femmes, donc vous démontrez bien toute la complexité de la situation, puisque en fait il y aurait 2 solutions. D'un côté, enfin pas 2 solutions, mais 2 aspects de la chose. D'un côté, le féminisme décolonial qui doit refuser les discours qui stigmatisent les populations racisées. Mais de l'autre, on ne peut pas laisser passer la violence faite aux femmes dans les quartiers et partout ailleurs, mais ici vous parlez plus spécifiquement des quartiers populaires. Alors, quelle serait la solution justement pour sortir de cette impasse selon vous? Alors, c'est ce que j'ai appelé le féminisme décolonial. C'est simplement d'abord, c'est la prise de conscience qu'on ne peut pas fonctionner avec des grosses catégories. Voilà. La catégorie femme, ça ne signifie rien. Contrairement à ce qu'on vous dit, il n'y a pas une catégorie femme universelle. Voilà. Ça n'existe pas. Les femmes blanches, ça n'a rien à voir avec les femmes maliennes. Rien à voir. D'accord? Donc il ne peut pas y avoir une catégorie femme
qui vivent des discriminations patriarcales, alors qu'entre les femmes maliennes et les femmes françaises, il y a l'impérialisme, par exemple. Donc ça, c'est pas possible, il n'y a pas une catégorie femme. Elle est inopérante quand il s'agit de parler des femmes du Sud. Elle est inopérante également quand il s'agit de parler des femmes des quartiers. D'accord? Mais la catégorie homme, elle aussi, elle n'est pas opérante. Les hommes des quartiers, c'est pas les hommes blancs. Et c'est pour ça qu'il faut introduire la notion de masculinité hégémonique. Il y a des masculinités hégémoniques et il y a des masculinités non hégémoniques. Un lascar, entre guillemets, des quartiers, il n'a pas de pouvoir en France. Pas de pouvoir. La plupart du temps, il est au chômage, quand il n'est pas en prison, quand il se fait tuer par les flics. Voilà. Donc on ne peut pas considérer que la catégorie homme de quartier ou homme issu de l'immigration est une catégorie à un pouvoir quelconque. Ils ont un pouvoir taper sur leur femme. Ça, c'est le dernier pouvoir qui leur reste, mais c'est aussi parce que tout le reste leur a été retiré. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme des quartiers, c'est quand même, excusez-moi d'être vulgaire, une sous-merde dans l'ensemble, la manière dont il est appréhendé en France. Je veux dire, il n'y a rien, à aucun moment, on ne propose une sortie ou une proposition politique à cet homme des quartiers. Voilà. Et donc, quand on l'a à ce point diminué, quand on l'a à ce point détruit, et que cette violence, en fait, c'est une violence d'État, évidemment, il la retourne contre les plus proches, et la première à côté de lui, c'est sa sœur, c'est sa femme. D'accord, on est d'accord. Simplement, ça ne nous intéresse pas, nous, de nous mettre à ce niveau-là et de simplement constater les faits. On veut savoir d'où ça vient. Et il y a un racisme d'État, effectivement, qui conduit à ce genre de situation où, effectivement, les femmes sont dans une impasse totale. Parce que dénoncer des mecs, c'est faire le jeu du racisme. Ne pas les dénoncer, c'est continuer à subir des violences. Et donc, on est dans une espèce d'impasse. Il m'a semblé que le mouvement décolonial et que l'antiracisme politique a réussi depuis quelques années à construire un discours sur cette problématique et sur cette impasse. Et la marche de la dignité, pour ceux qui la connaissent, qui a eu lieu en 2005, ça a été l'expression politique de la solution qu'on a trouvée, qui est de dire en fait que les femmes issues d'immigration, c'est ce qu'elles font, c'est pas une injonction que nous on fait, hein, c'est qu'elles le font depuis toujours. Hein. Les femmes issues d'immigration sont celles qui s'occupent de leurs frères quand ils sont en prison, et elles s'occupent des collectifs des crimes policiers. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est pas toujours le cas comme ça, mais enfin, les sœurs sont celles qui prennent en charge en fait les situations difficiles. Et donc, on a décidé de partir de ce rôle historique et de se dire voilà. Elles prennent en charge la famille, donc en fait il faut politiser cette question et dire voilà, et nous mettre en avant en quelque sorte. Hein. Donc nous refusons les discours stigmatisants, nous refusons l'instrumentalisation du féminisme contre nous ou contre nos frères, et nous devons penser une politique d'émancipation ensemble. Voilà. Oui, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le féminisme actuel et son rapport au quartier populaire, mais bon. Je vois que le temps file, donc je vais poser deux dernières questions pour laisser le temps à tout le monde de poser leurs questions. Dans le chapitre « Nous les indigènes », vous citez un psychologue indien que je ne connaissais pas, Ashish Nandy, spécialisé en politique et sociologie. Philosophe, d'accord. Qui se demande pourquoi les immigrés, les indigènes devraient adopter les priorités et les hiérarchies de l'Occident, le mythe de la modernité. Je vais vous lire juste un court passage parce que je trouve qu'il est assez éloquent. Donc, pourquoi devrions-nous adopter les priorités et les hiérarchies de l'Occident? Vos succès au XXe siècle sont-ils si éclatants? La Seconde Guerre mondiale, les génocides, la destruction de l'environnement, et que suivra-t-il encore? Voilà les effets d'une civilisation moderne qui a privilégié l'individu sur la métaphysique, l'histoire sur l'éternité, le progrès sur la tradition, les valeurs viriles sur la sensibilité. Dans la suite logique de cette merveille de la technologie moderne nommée Seconde Guerre mondiale et peut-être de cette confrontation des cultures nommée Vietnam, il est devenu évident que la pulsion de domination sur les hommes n'était pas le simple sous-produit d'une économie politique viciée, mais venait aussi d'une vision du monde convaincue de la supériorité absolue de l'homme sur le non-humain et le sous-humain,
du masculin sur le féminin, de l'adulte sur l'enfant, de l'historique sur l'anhistorique, du moderne ou du progressiste sur le traditionnel ou le sauvage. Il est apparu de plus en plus clairement que les génocides, les désastres écologiques et les ethnocides n'étaient que l'envers de technologies psychopathes et de sciences corrompues mariées aux nouvelles hiérarchies laïques responsables d'avoir réduit de grandes civilisations à un ensemble de rites vides. Bon, c'est un peu compliqué, mais je crois que tout le monde aura compris quand même le propos. Alors, moi, ce qui m'a plu aussi dans ce passage, c'est qu'on est dans une période où on somme aux immigrés aux immigrés, fils et petits-fils d'immigrés, voire arrière-petits-fils, de s'intégrer, d'adopter le modèle occidental, etc. Et vous, là, en le citant et ce que vous dites ensuite, vous inversez les choses en disant c'est l'immigré, le petit-fils d'immigré qui peut apporter des choses que vous devriez intégrer dans votre logiciel. Est-ce que vous pouvez développer sur votre rapport à la politique intégrationniste de la France et également parce que vous, justement, vous dites que dans votre parti, vous n'avez pas cette politique-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Nous, on est clairement un mouvement anti-intégrationniste. Tout à l'heure, je disais qu'on était blanchis à cause du privilège qu'on a à vivre ici. Et notre projet, c'est de se déblanchir. Or, se déblanchir, ça veut dire refuser l'intégration dans ce système économique. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement, je le redis, mettre fin au rapport Nord-Sud, mettre fin à cette espèce d'État-nation qui privilégie les uns contre les autres. Et ça, si on dit qu'on est contre l'État-nation, on est contre l'intégration dans l'État-nation. Donc nous, ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on nous somme de nous intégrer, parce que c'est le mot effectivement, et nous, arrivés au bout de ce processus, alors on a deux bonnes raisons de ne pas vouloir nous intégrer. La première, c'est qu'on a beau avoir fait tous les efforts pour nous intégrer, on nous a dit vous êtes des bougnoules, vous êtes des nègres, donc quoi qu'on fasse, c'est-à-dire on peut tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui vivent le racisme savent que tous les efforts qu'on fait ne nous feront pas blancs. Il n'y a rien à faire. On aurait aimé, je veux dire, quand je dis on, ceux qui nous ont précédés, ils ont fait tous les efforts. Je veux dire, les Arabes qui ont mangé du porc, sont mariés avec des blancs, ils ont voulu se dissoudre dans le métissage, ils ont ils voulaient vraiment oublier d'où ils venaient. Enfin, je veux dire, c'est vrai pour les Antillais, c'est vrai pour les Africains, bref. Tous les efforts ont été faits, tous ont été faits. Et à chaque fois, devant nous, vous êtes des bougnoules. Voilà, c'est tout. Donc, pourquoi on va continuer à faire des efforts alors que de toute façon on va tout de suite nous renvoyer à nos origines. Deux, la raison politique majeure, c'est qu'on ne va pas s'intégrer plus dans un monde dont on connaît toutes les impasses. Au contraire, il faut refuser l'intégration. Donc, entamer un processus de déblanchiment collectif. Mais ça signifie remettre en cause les structures. L'État-nation, l'impérialisme. Ça passe toujours par ces deux. Et donc, je disais aussi, déracialiser l'histoire de France. Déracialiser l'histoire de France, je m'y attarde un petit peu parce que je pense que c'est important. Moi, je connais beaucoup d'indigènes qui nous disent oui, il faudrait. Oui, nous aussi, nos grands-parents, ils ont lutté, ils ont fait la guerre 14-18, ils ont fait la guerre 30-45, ils ont été enrôlés, donc en fait, ils ont libéré la France. Bon. Et ça me semble toujours une espèce de... Alors, tout ça dans l'idée que si, en quelque sorte, on prouve qu'on a payé l'impôt du sang, donc finalement, on mérite d'être français. D'accord ? Bon, d'abord, c'est pas vrai. Tout ça, c'est vrai que nos grands-parents ont lutté, je veux dire, pour rien du tout, parce qu'en fait, c'était pas la libération de leur pays. On les a obligés à libérer le pays qui les opprimait. Un truc de fou, quoi. Bon, et donc nous, qui sommes anti-intégrationnistes, on dit que c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir l'histoire. C'est pas ça qu'il faut revendiquer. C'est pas l'impôt du sang qu'il faut revendiquer. Il faut revendiquer, il faut dire aux Français, si on veut faire société ensemble, et donc si on veut aller vers l'amour révolutionnaire, eh ben, il faut que les Français admettent que la victoire du FLN, c'était aussi leur victoire. Il ne faut plus appréhender l'indépendance de l'Algérie comme une défaite française, mais comme une victoire des Français. Il faut appréhender la victoire de Dien Bien Phu du point de vue des colonisés comme une victoire des Français. Or, on voit bien qu'on est loin d'être le cas. Je veux dire, en France, on lit Dien Bien Phu comme une affreuse défaite.
Moi, je comprends pas. Toi, par exemple, on se tutoie, c'est pas grave. Je veux dire, si tu me dis c'est une défaite d'Yann Ben Phu pour moi, je dis mais comment on peut faire société ensemble? Parce que les luttes anticoloniales, elles nous ont libérés. Non mais, donc en fait, la question c'est comment redéfinir l'histoire et la mémoire et ce qu'on a en commun. Et je dirais donc, toujours dans le même sens, et je cite C.L.R. James dans le livre à un moment donné, je dis C.L.R. James, qui est donc un grand intellectuel noir, il dit ceux qui nous ont libérés, ceux qui ont lutté pour nous par des noirs, peuvent être vos ancêtres si vous le voulez, peuvent devenir vos extraordinaires cette phrase. Extraordinaire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, moi qui suis ici, moi je ne dirais plus, je ne dis pas mes ancêtres les Gaulois, mais je dis que tout le monde doit dire nos ancêtres, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture est l'ancêtre de tous les Français. Et si tous les Français se reconnaissent dans Toussaint Louverture, ça veut dire que c'est une sortie. On sort du racisme, on sort de l'histoire coloniale. C'est-à-dire que si les Blancs disent Toussaint Louverture, c'est mon ancêtre, il m'a libéré aussi moi de cette relation mortifère. Mortifère. Cette relation de domination, c'est une relation mortifère. Eh bien, nous, Blancs, on a été libérés par la Harbi Ben Mehdi, par Abdelkader, par Lumumba, par Sankara, par Malcolm X. Si tous les Blancs disent leur lutte nous libère, c'est la victoire, c'est l'amour révolutionnaire. Donc on est dans un autre paradigme du rapport à l'histoire. Et c'est ça, dénationaliser et déracialiser l'histoire de France. D'accord, justement, je voulais en venir à ma dernière question sur l'amour révolutionnaire. Donc c'est le sous-titre de votre livre. Ce sera ma dernière question parce que j'ai aussi très envie d'aller aux toilettes. Pardon. Donc l'amour révolutionnaire, c'est une notion romantique qui m'a étonné au départ quand j'ai lu le sous-titre de votre livre. Moi, je vais vous dire mon rapport personnel au livre. En fait, ça a été au départ comme si je me prenais des coups dans la gueule un peu. Et la tendance naturelle quand on se prend des coups dans la gueule, c'est de se défendre. Donc au début on se défend, et puis après quand on lit, on comprend peu à peu, on suit le fil de raisonnement, on comprend en fait que c'est moins des coups que des secousses. Moi j'ai eu cette impression-là, comme si on me secouait un peu des appels. Et du coup j'oserais la métaphore que le poing deviendra une main tendue. Est-ce que l'amour révolutionnaire c'est quelque chose de désintéressé? Parce que on peut penser ça, et puis après vous parlez des alliances possibles, et vous parlez des conditions qui vont avec, forcément. Alors selon vous, quelles sont les conditions pour faire alliance avec d'autres groupes? Et voilà, je voulais finir là-dessus, sur le fait que vous pensiez que les alliances étaient possibles et qu'on pouvait être plus forts ensemble. Ça me semblait pas mal pour finir. Alors l'amour révolutionnaire, c'est un horizon. Mais moi je suis militante politique, donc dans le quotidien de la lutte politique, je ne parle pas d'amour révolutionnaire. Dans le quotidien de la lutte politique, je suis très matérialiste et je sais pertinemment que cette catégorie qu'on appelle les Blancs n'ont aucun intérêt à cette politique de l'amour révolutionnaire. Aucun. Pourquoi on n'aura pas d'intérêt? Ben justement, j'y arrive. Objectivement, aucun intérêt. Objectivement, aucun intérêt. Mais qu'il faut donc chercher l'intérêt. Parce que moi, je crois que les gens bougent par intérêt. Nous, on va bouger par intérêt. Et j'ajoute que nous, les enfants d'immigrés, ceux qui sont français, notre intégration fait qu'on devient des petits blancs au sens où on veut fermer la porte derrière nous. C'est ça l'intégration. C'est ça. Donc nous aussi, on n'a pas forcément un intérêt, et je le redis, à la fin des rapports dans le Sud. On n'a pas intérêt objectivement. La question, c'est quoi notre intérêt commun? Moi, j'ai trouvé que la paix. J'ai rien trouvé de plus. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans ce monde qui devient de plus en plus chaotique, on a quand même intérêt à éviter la guerre civile ou la guerre tout court. On a intérêt. Je pense qu'on a tous intérêt. Ceux qui pensent que c'est un intérêt supérieur, on peut faire des alliances avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, le projet politique se fera avec ceux qui ont un intérêt à ce qu'il n'y ait pas le fascisme, un intérêt à ce qu'on ne se fasse pas la guerre, à ce qu'on ne soit pas dans des tranchées.
Et là, il y a des signaux. Les Daesh, les Soral, les trucs, les machins, tout ça, c'est des signaux. Donc soit on se réveille, et on dit qu'il faut aller rapidement vers une solution de paix, soit on va se laisser... j'ai peur pour les jeunes générations. Merci beaucoup pour le niveau. Je vais...